Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Huntington Ingalls Industries? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Ok. Nous avons une compagnie ici qui exerce, c'est un chantier naval, d'accord, donc spécialisé dans la construction des, des navires de guerre, des sous-marins, d'accord, et également des porte-avions. Donc, c'est le secteur de la défense ici. OK, on met Aerospace and Defense, mais on pourrait peut-être mettre Marine and Defense, si vous voulez. Donc, c'est le secteur essentiellement de la défense ici. Donc, on fonctionne sur contrat. Donc, cette compagnie-ci, si elle vous intéresse, déjà, regardez les contrats. Et dans les contrats, regardez les contrats, déjà, les commandes fermes. OK, j'ai regardé ici, on avait une quarantaine de milliards en termes de contrats. Et une quarantaine de milliards, ça représente quoi? Ça représente à peu près 4 ans par rapport aux revenus actuels. On a 10 milliards à peu près de revenus. Donc, ça représente à peu près 4 ans de commandes qui sont 4 ans de chiffre d'affaires présentement. Donc, on a une certaine visibilité. Mais également, il faut regarder ici dans ces commandes-là, quelles sont les commandes qui sont fermes, dans celles qui ont déjà été financées. Présentement, on est à 24 milliards par là, 24 ou une vingtaine de milliards. Dans tous les cas de figure, ce sont les éléments que vous devez aller regarder. Et quelles sont également les prévisions en termes, voilà, est-ce que le gouvernement américain prévoit faire des commandes, etc. Parce qu'elle est très liée au secteur, à l'armée américaine. Donc, tout ici concerne, enfin, très lié ici au développement ici, aux dépenses gouvernementales au niveau de l'armement, surtout spécialement au niveau de la marine. OK? So, au niveau des rapports financiers ici, comme d'habitude, on suit le plan. Revenu, croissance, free cash flow, nombre d'actions, PER, dette nette, qualité du dividende. Revenu, qu'est-ce qu'on a? Revenu ici, en date d'aujourd'hui, sur les 12 derniers mois, on a 10 milliards 540. Parfait. 10 milliards 540, c'est bien. Maintenant, je vais regarder ici en termes de prévision. On s'attend à voir combien. Huntington Ingalls, ici, c'est HII, ticker symbole, au nice. Donc, je mets ici analyste estimé. Donc, je sais déjà qu'il y a beaucoup d'analystes qui suivent cette compagnie-ci. Ça ne m'étonnerait pas, en tout cas. Mais si vous voulez si vous voulez toujours qu'on vérifie, on fait ça. On va sur Sweet Target. On a au moins une dizaine d'analystes ici. Donc, 9 en date d'aujourd'hui. Donc, c'est à peu près correct. So, estimate ici, on va regarder les analystes attendent combien en date d'aujourd'hui? Enfin, en la fin de cette année-ci, on s'attend à avoir à peu près 10 milliards 530 millions. L'année prochaine, 11 milliards. L'année suivante, on pourrait monter jusqu'à 12 milliards. Et je vous rappelle qu'il y a une visibilité au niveau des revenus ici. Donc, il y a de fortes chances que ce soit le cas. D'accord? Donc, la probabilité est supérieure à 50% de toutes les façons. Donc, ici, en termes de le management également s'attend à avoir à peu près 10 milliards 560 par là. Donc, on met ici 10 milliards 530. Donc, enfin, on ne va pas chipoter sur les 530, 560. De toutes les façons, on aurait une certaine croissance derrière. Donc, voilà, on va mettre ici 10 milliards 530. Donc, 10,53 billions. OK? Croissance des revenus ici, techniquement, bah, ça juste de l'information. Hein. On arrive ici. OK? Donc, j'essaie de regarder qu'est-ce qui s'est passé ici au niveau de la croissance sur les 10 dernières années. D'accord? Parce que la croissance passée ne présage pas de la croissance future, mais on pourrait déjà se dire que nous avons une entreprise de croissance ici qui respecte à peu près des marges de croissance de 5% par là. Donc, quand on regarde juste le volume de croissance, on pourrait avoir une idée générale de ce qu'on pourrait avoir dans le futur, mais ça ne sert strictement à rien si on ne lit pas. OK? Donc, rien n'exclut qu'on n'ait pas une croissance, par exemple, de 40% l'année prochaine, si on fait une acquisition, par exemple. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Il faut aller regarder. Donc, les 3 dernières années, ici, on a 6%. Les 5 dernières années, ici, on a 5%. Et à peu près, sur les 2 dernières années, ici, on a à peu près du 8%. Donc, il y a sans doute eu une acquisition tantôt quelque part ici, parce que je pense qu'on a 5% en moyenne. Mais sur les dernières années, on passe sur les 8%. Donc, faites attention. Oui, exactement, on a eu une acquisition à ce niveau-ci. Donc, c'est pour ça que ça a boosté la croissance ici. So, l'essentiel ici, c'est l'information par rapport à la croissance. On a de la croissance ici, mais voilà, elle reste au niveau de 5% par là. D'accord? So, je prendrai ici comme information juste 5%, c'est juste comme information parce que je ne vais pas l'utiliser. Maintenant, en termes de marge, qu'est-ce que j'obtiens en termes de marge de free cash flow? Donc, je compare les marges de free cash flow, OK, et les marges nettes ici. Donc, je prends les net income et les free cash flow, j'essaie déjà de les comparer. Je les mets sur le même graphique pour voir à peu près s'ils sont similaires, OK? Donc, c'est pas visible comme ça, mais ce que j'ai l'habitude de faire, moi, c'est je prends la médiane, OK? Je prends la médiane sur la même période et j'essaye de comparer les deux. Si les deux tendent à se rapprocher, je me dis qu'ils ont à peu près des bénéfices, ils ont à peu près free cash flow et net income ont tendance à se ressembler. Ici, sur les 20 dernières années, c'est parfait. Les 10 dernières années, il y a une légère différence en faveur des bénéfices net. Ici, 540 millions, on a quand même 80 millions de différence ici. Sur les 5 dernières années, c'est un peu plus prononcé. On a à peu près 150 millions de différence. Donc, comme je vous l'ai dit ici, faites attention. Les free cash flow ici peuvent être moins élevés pour une raison. D'accord?
mais ça, les free cash flow tendent à ressembler tendent à ressembler au net income. Donc, généralement, on devrait avoir des free cash flow équivalents au net income. D'accord? Ou bien supérieurs. Quand ils sont en dessous, posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe au niveau de la dépense en capital? Parce que le capital expenditure, ici, on peut mettre ici capital expenditure, juste pour voir ici que peut-être qu'on a dépensé assez d'argent. Vous voyez, on a beaucoup de dépenses en capital à ces niveaux-ci, mais ça tend à diminuer. Donc, je vais prendre les net income ici et je vous ai expliqué pourquoi est-ce que je le prends. Ok, moi, je pense que l'entreprise ici, en termes de free cash flow, peut avoir littéralement les marges qui sont affichées au niveau des net income ici. C'est totalement possible. Donc, je prends en termes de médiane, d'accord, en termes de marge, je prends les marges de free cash flow ici, mais la médiane, on regarde sur les 20, sur les 20 dernières années, qu'est-ce qu'on obtient? On a une moyenne de 5,77%. Sur les 10 dernières années, on a 6,11%. Donc, vous remarquez ici qu'on a parfois des périodes hautes ici, donc faites attention par rapport à ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà des questions à poser. D'accord? Je n'ai aucune garantie que si je prends les marges sur les 5 dernières années qui sont à peu près de 6,77%, en date d'aujourd'hui, on a 5,11%. Qu'est-ce qui ne me dit pas que 5,11% ce sont les véritables marges? Chez les 5 dernières années, on a 6,44%. Donc, faites très attention avec ces marges-là. Je prendrai les marges sur les 10 dernières années. Je constate ici que sur les 10 dernières années, on a au moins du 6% et plus. Enfin, pas sur les 10 dernières, mais on constate ici sur 1, 2, 3, 4, 5. 5 des 10 dernières années, on a au moins 6% et plus. OK? Donc, je vais mettre ici 6%. D'accord? Je mettrai du 6% là. D'accord? En même temps, je vais vérifier les analyses s'attendent à avoir à peu près combien. D'accord? Si on s'attend à avoir des marges qui sont moins élevées ici, il faut faire attention par rapport à ça parce que ce n'est pas parce qu'on a des contrats ici, on a signé des contrats ici qu'on aura forcément des marges bénéficiaires élevées. D'accord? Parce que nous aussi, on a besoin d'acheter de la matière première pour construire ces bateaux-là. Donc, il y a peut-être une variation du prix de l'acier. Ça peut nous impacter négativement, mais il faut également voir comment est-ce que les contrats sont ficelés. Est-ce que c'est ficelé de sorte que, qu'importe le prix de la commodité, nous, on se garantit nos marges ici. D'accord? Donc, en termes, si on a envie de construire ici un sous-marin nucléaire, par exemple, est-ce que, je dis bien, est-ce que, vu la variation du prix de l'acier ici, est-ce qu'on va pouvoir répercuter les coûts sur les contrats? Donc, est-ce que le gouvernement américain, est-ce qu'il y a une clause qui permet de pouvoir égaler les coûts le coût de la matière première au moins ici? Ce sont les choses qu'il faut aller regarder. OK. Au niveau des marges ici, je constate que nous avons à peu près des marges, on s'en va à peu près, si on prend les marges nettes ici par rapport aux prévisions, vous voyez qu'on danse sur les 6% par là. D'accord? Sur les dernières années, sur les prochaines années, si on est au niveau des 6%, les free cash flow également, on est au niveau des 6% ici. Donc, je prendrai 6%. OK? 6%. Nombre d'actions. Combien d'actions on a? Est-ce que nous avons un nombre d'actions qui augmente ou bien qui diminue? Donc, on regarde ça. Boum, on a 40 millions d'actions, 40,1, donc elle rachète massivement ses actions. On aime ça, parce que le rachat massif d'actions, c'est un dividende déguisé. Parfois, c'est bien de le faire, parfois, à certains moments également, il faut faire attention. Oh, j'avais pris du 6% ici. Voilà, et là, je mets 40,1, 40,1, voilà. Au niveau des PER, bon, vu la nature de cette activité, je pense qu'on aura des PER généralement inférieurs à 17, bien quelque chose qui se rapproche de ces niveaux-là. Donc, price, d'accord, price to earning ici, je compare ça. C'est le secteur de la défense, c'est sûr, mais voilà, vu qu'on fonctionne avec des contrats, il faut vraiment faire attention avec ça. Donc, ici, on est à 16 fois les bénéfices. Sur les 20 dernières années, nous avons à peu près 16 fois les bénéfices. Voilà, 16 fois les bénéfices, je pense qu'on prendra 16 fois les bénéfices ici. OK? Donc, 16 fois les bénéfices, c'est ce que je prends. OK? Donc, on continue, 16 fois les bénéfices. Maintenant, en termes de dette nette, qu'est-ce qu'on a? La dette nette, dette nette, dette nette, dette nette. En termes de dette nette ici, on est à peu près à 3 milliards 90 millions. D'accord? Donc, on fait attention à ça. Donc, je mets ici 3 milliards, 3,09 billions. Qualité de dividende, on va y revenir. OK. 6% de 10 milliards 530 millions, ça donne combien? Ça donne ici à peu près 6%, on sera à 632 millions. D'accord? Donc, on fait ça, c'est X16. OK? 632 multiplié ici par 16 fois les bénéfices. D'accord? Moins la dette nette, parce que j'enlève toujours la dette nette. D'accord? Donc, on est à peu près ici une valorisation aux alentours des 7 milliards. Divisé par le nombre d'actions, 40,1. On est à combien? 175 $ l'action. 175 $ l'action.
On cote à combien aujourd'hui? À 243 dollars l'action. On pourrait se dire que l'entreprise est surévaluée ici aujourd'hui. Alors, moi, je ne pense pas que l'entreprise soit sous-évaluée, surévaluée. Je vous dis pourquoi. Au mieux, cette compagnie-ci est correctement évaluée. C'est parce que moi, j'ai pris en considération la dette, comme d'habitude. OK? Si vous prenez en considération la dette, vous allez voir que voilà, un prix qui serait intéressant, c'est 175 dollars l'action. Mais n'oubliez pas une chose, nous avons une entreprise ici qui pourrait vous reverser 632 millions en termes de dividendes si elle vous distribue la totalité de ses free cash flow bénéfices nets en termes de dividendes. Donc, si on fait 632 millions ici, divisé par la capitalisation boursière actuelle, qui est de 9 milliards 730, on a à peu près 6% de rendement. Donc, on pourrait se dire qu'on est correctement évalué ici. OK, on est correctement évalué. Idéalement, cette compagnie-ci devrait nous intéresser aux alentours des 175 dollars l'action. Parce qu'à 175 dollars l'action, en prenant en considération la dette actuelle, attention, donc à 175 dollars l'action, ça nous donne à peu près un rendement de combien? Donc un rendement ici donc parce que ça nous donnait ici 7 milliards. Donc si on fait 632 ici, divisé par 7 milliards, qui était la capitalisation ici après le calcul, donc 7 milliards, ça nous donne ici à peu près 9%. Donc, comme je vous l'ai dit, on recherche vraiment un free cash flow yield aux alentours de quelque chose qui se rapproche du 8%, 8-10% par là. Donc, idéalement du 10%. Donc, c'est pour ça que je dis à 175 dollars l'action, ce n'est pas la valeur de l'entreprise, mais je pourrais plutôt dire ici que ça serait un prix intéressant pour acheter cette compagnie-ci. Et je le dis parce que je pense que les PER ici, les PER actuels prennent déjà en considération la dette. En fait, c'est ça mon raisonnement. Les PER actuels prennent en considération la dette. OK? Donc, je n'ai aucune garantie que ces PER-ci ne prennent pas en considération la dette parce qu'à 16 fois les bénéfices, c'est un peu bas ici. OK? Donc, si je ne prends même pas la dette ici, admettons que je prends ici 632 multiplié par 16 fois les bénéfices, d'accord? Divisé par le nombre d'actions actuelles qui est à peu près 41 millions d'actions, je pense bien, on a à peu près une valorisation aux alentours de 246 dollars l'action. Donc, on est correctement évalué. Donc, Huntington Ingalls est correctement évalué. Si elle vous distribue la totalité des free cash flow ici en dividende, vous aurez un rendement de 6%. OK? Actuellement, on vous verse un dividende de combien? 1,93%. Oui, le dividende est croissant depuis X années. Il y a de fortes chances qu'il continue à être croissant et ce dividende-là, il est safe. Il n'y a qu'à voir ici la différence ici entre le free cash flow yield ou bien enfin, en prenant le calcul des bénéfices ici divisés par la capitalisation boursière. Ici, on trouve quelque chose qui se rapproche du 6% ici, alors qu'on reverse 1,93% en termes de dividendes. Donc, si elle nous reversait la totalité des free cash flow en termes de dividendes, on aurait eu un rendement de 6% par là. Donc, faites attention également, elle rachète ses propres actions. Donc, vous obtenez plus que 1,93% par an. Donc, en date d'aujourd'hui, le dividende de 4,90 $. D'accord, c'est un dividende qui est assez safe. Il y a de fortes chances qu'il continue à croître dans le futur. Et rappelez-vous également qu'il rachète massivement ses actions. Donc, les deux sont à joindre ici pour savoir à peu près quel est le retour qu'elle donne aux actionnaires. D'accord? Tout en mentionnant que le dividende reste toujours une allocation du capital. On peut repayer la dette, c'est toujours une bonne décision. On peut racheter les actions, c'est une bonne décision, dépendamment du prix. Ou on peut payer un dividende, c'est également une bonne décision. Dépendamment également des objectifs du management, dépendamment également de la compétitivité dans le secteur. Donc, si on arrive dans un secteur où la compétition est rude, il serait peut-être intelligent de commencer à rembourser la dette et voilà, afin de pouvoir améliorer ici le bilan comptable de la compagnie. Et je ne dis pas qu'elle est une énorme dette, elle a une très bonne dette, la dette est gérable ici. Si on prend ici dette nette ici sur EBITDA, on va généralement se retrouver à quelque chose aux alentours de combien? Alors, moins de 5 fois les bénéfices. Oh non, j'ai regardé dette nette ici. Tellement j'ai l'habitude de prendre dette nette que... Alors, je prends dette nette ici, dette nette sur EBITDA. D'accord? On donne combien ici? 2,5 fois les EBITDA. Mais il y a un calcul que moi j'aime bien prendre, c'est toujours d'enlever ici la dépense en capital, surtout en cette période-ci, dont on a 3 fois les EBITDA par là, quand j'enlève la dépense en capital. Donc ça, c'est correct également ici, c'est toujours gérable. Donc, elle a une dette qui est gérable ici. Si vous prenez le 632 millions qu'elle pourrait rapporter ici, elle peut payer la dette ici avec ses free cash flow en 5 ans. C'est tout à fait raisonnable. Donc, Huntington Ingalls est, à mon avis, l'entreprise est correctement évaluée, même si la valorisation se retrouve aux alentours des 175 dollars ici. Et ça, c'est un 175 qui inclut la dette. Donc, idéalement, le prix qui pourrait être intéressant ici, c'est 175 dollars. D'accord? Ce n'est pas qu'à 175 dollars, c'est la valeur de l'entreprise, c'est parce que ça prend en considération la dette. Donc, si quelqu'un l'achète en date d'aujourd'hui, c'est un prix déjà qui, voilà,
qui est assez correct ici, mais ne vous attendez pas à grand-chose, sauf s'il y a croissance ici en termes de revenus, d'accord? Il y a de fortes chances qu'il y ait croissance ici en termes de revenus. Je vous ai montré tantôt le calcul ici. Et je vous ai dit que la raison pour laquelle je raisonne comme ça sur cette compagnie ici, c'est parce que je pense que les PER ici incluent la dette. Donc, quand nous, on calcule ici, il serait peut-être bon de ne pas prendre en considération la dette, mais attention, je n'ai aucune garantie par rapport à ça. C'est juste un raisonnement que j'ai par rapport à cette compagnie-ci parce que c'est difficile de penser qu'elle pourrait s'échanger à 17 fois, à 16 fois les bénéfices ici. Ok, je ne dis pas qu'elle devrait s'échanger à 20 fois, non, pas du tout. Mais je pense que le prix actuel prend en considération la dette. Ceci n'est que mon avis, je peux également me tromper. Donc on dirait ici qu'idéalement, le prix, un bon prix d'acquisition ici serait aux alentours de 175 $. Donc un prix qui prend en considération la dette ici. Mais sinon, en date d'aujourd'hui, le prix n'est pas mauvais, mais on ne devrait pas s'attendre à grand-chose dans le futur. Je pense qu'il y a de meilleures opportunités sur le marché. Ça reste une entreprise qui est correctement évaluée ici, d'accord, qui a un certain avantage compétitif ici, parce que dites-vous que l'armée américaine ne va pas demander à quelqu'un d'autre d'aller construire ses sous-marins nucléaires ou bien ses porte-avions. Donc, généralement, ce sont des contrats de longue durée, à long terme, de confiance. Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Je me réserve le droit de me tromper et si cette compagnie-ci vous intéresse, ça peut être une belle entreprise dans vos watchlist ici. Donc, pour ceux qui aiment aller dans le secteur de la défense ici, c'est à vous de voir. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.